Mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour renforcer la défense des pays européens. C'est l'ambition présentée ce mardi par Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne présente un plan pour réarmer l'Europe face à la menace posée par la Russie et devant le repli de l'allié américain. Celui-ci sera examiné par les 27 membres de l'Union européenne lors d'un sommet extraordinaire consacré à la défense ce jeudi. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. Première piste de ce programme, un nouvel emprunt commun à hauteur de 150 milliards d'euros. Des fonds qui devraient aller en priorité aux domaines considérés comme les plus urgents, la défense antiaérienne, les missiles, les drones ou encore les systèmes d'artillerie. Autre proposition, l'Union européenne pourrait autoriser ses États membres à sortir les dépenses d'armement du pacte de stabilité et du fameux plafond des 3% de PIB qui doit limiter les déficits publics. Dernière piste avancée par la Commission, autoriser la Banque européenne d'investissement à financer des projets de défense, ce qu'elle n'a pas le droit de faire actuellement. Enfin, mobiliser davantage le secteur privé pour le financement de la défense. Ces propositions, qui en temps normal auraient pris des mois et peut-être même des années à être mises en œuvre, pourraient être adoptées très rapidement en raison de l'urgence face à la situation géopolitique actuelle. La Commission européenne a évité de critiquer Washington après la dernière décision de l'administration Trump d'interrompre toute aide militaire à l'Ukraine. Selon la Maison-Blanche, cette pause a pour but de déterminer si Volodymyr Zelensky est réellement disposé à parvenir à la paix par le biais de négociations avec la Russie. D'abord, en ce qui concerne les États-Unis, oui, les États-Unis sont un allié, comme je pense la présidente l'a encore souligné aujourd'hui. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a adopté un ton plus sérieux, exhortant non seulement l'Union européenne, mais aussi tous les membres européens de l'OTAN à augmenter leur capacité de défense dès que possible. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Zresztą meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu, wiesiące też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. I to oczywiście stawia Europę, Ukrainę i oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej. Le Kremlin a salué les décisions américaines, soulignant les signes d'un pivot américain vers Moscou qui devrait accroître l'inquiétude en Europe. Jeudi, les dirigeants européens se réuniront pour un sommet d'urgence consacré à l'Ukraine et à la défense. C'est l'une des conséquences directes de l'escalade des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Washington a décidé de suspendre la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire. Donald Trump reproche au président ukrainien de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Ce que dément le dirigeant ukrainien qui affirme vouloir mettre fin à ce conflit le plus vite possible. Lors d'une conférence de presse, le président américain a de nouveau fait allusion à un éventuel départ de Volodymyr Zelensky. Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. Cette décision, qui prend effet immédiatement, concerne plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions qui devaient encore être livrées. Cette aide militaire avait été approuvée lors du mandat de Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, J.D. Vance a défendu la décision de Donald Trump et affirmé que son pays ne pouvait pas indéfiniment financer cette guerre. Le vice-président américain s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finira par discuter de paix. Pourtant, Kiev refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec la Russie, tant que les États-Unis ne lui accorderont pas des garanties de sécurité. Washington espère aussi faire pression sur l'Ukraine pour signer l'accord sur les minerais. Il en a bien conscience, son nouveau gouvernement portera une responsabilité immense. Le futur chancelier allemand semble décidé à remettre l'Allemagne au centre de l'Union européenne, mais pas seulement. Depuis la victoire de son parti aux législatives, Friedrich Merz, qui pourtant est décrit comme un atlantiste, multiplie les déclarations fortes en faveur d'une Europe plus autonome des États-Unis.
Ce lundi, devant la presse allemande, il a même affirmé que l'échange houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale avait été provoqué par les Américains. Une altercation qui, selon lui, correspond au comportement actuel du nouveau gouvernement à Washington. Face à l'isolationnisme croissant des États-Unis, Friedrich Merz, qui devrait entrer en fonction dans quelques semaines, souhaite une défense européenne commune. Mais reste à savoir si son pays, dont l'économie est en berne, aura les moyens d'investir fortement dans le domaine militaire. En attendant, c'est à Paris puis à Londres que se sont tenus en urgence 2 sommets cruciaux pour l'Ukraine, mais également pour l'avenir du continent européen. Keir Starmer, qui veut lui aussi peser dans le débat sur la sécurité de l'Europe, est cependant confronté à un dilemme. Ne pas rompre avec son allié américain qu'il qualifie de très fiable, tout en se rapprochant de ses voisins européens pris au dépourvu par Washington. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, reconnaît l'existence d'approches divergentes en Europe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois Viktor Orban, Antonio Costa souligne la nécessité pour l'UE de contribuer à des garanties de sécurité solides pour Kiev. Dans sa lettre, le président du Conseil européen affirme que toutes les parties souhaitent mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qu'elles ne s'entendent pas sur l'approche à adopter. Antonio Costa fait référence à l'approche de la paix par la force, selon laquelle l'Ukraine devrait négocier un cessez-le-feu à partir d'une position de puissance militaire soutenue par ses alliés. Cette lettre répondait à celle que lui a adressée samedi le dirigeant hongrois Viktor Orban. Celui-ci demande à l'Union européenne de suivre l'approche américaine, en entamant des discussions directes avec Moscou. Cet échange épistolaire a eu lieu alors que les dirigeants de l'UE se réuniront jeudi, lors d'un sommet spécial pour discuter de la contribution de l'Union à la défense de l'Ukraine. Un sommet qui fait suite à l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Et alors que le président américain a annoncé mardi suspendre temporairement l'aide à l'Ukraine. Des frappes russes ont visé l'Ukraine dans la nuit, blessant 4 personnes. Des victimes ont été signalées lors d'une attaque de drone sur la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, selon les services d'urgence. Des infrastructures essentielles et des bâtiments résidentiels ont été endommagés, ce qui a entraîné des coupures d'électricité dans certaines parties de la ville. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour éteindre les incendies. En tout début de matinée à Soumy, dans le nord-est du pays, une salve de missiles a déclenché un incendie dans un établissement de santé pour enfants, mais heureusement aucun blessé n'a été signalé. Ces frappes interviennent après que Donald Trump a annoncé lundi un gel dans l'assistance militaire à l'Ukraine afin de faire pression sur le président Volodymyr Zelensky pour qu'il engage des négociations en vue de mettre fin à la guerre. La porte de la Maison-Blanche reste ouverte si Zelensky est prêt à parler sérieusement de paix, a en outre déclaré le vice-président américain J.D. Vance. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La Commission européenne a entamé mardi les consultations sur l'avenir de la filière sidérurgique avec des acteurs du secteur tels que ArcelorMittal et ThyssenKrupp, une semaine avant l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Son but, booster la compétitivité et la décarbonation du secteur, aujourd'hui en difficulté. We will look at lowering the energy prices and see if there are some additional actions to be taken there. The focus is also on creating markets for clean steel, so we will see how we can boost, through public procurement, but also to putting labels on green steel so the producers can really reap the benefits of their investments. Le défi est de taille. La sidérurgie européenne croule sous la hausse des coûts de l'énergie et la surproduction chinoise qui inonde le marché et casse les prix. Aussi, les droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium, qui devraient entrer en vigueur le 12 mars, pourraient porter un coup à un secteur déjà fragilisé. Of course we are worried about it. It's not only about the almost 4 million tons of steel exports every year to the US, but it's also about the 27 million tons of steel imports into the US, which will somehow be deviated to open markets. And then of course Europe is the first destination, and then we will have another wave of devastating steel imports destroying our industry, jobs, capacity and value chains in Europe.
Pilier de la construction européenne, la sidérurgie compte environ 500 sites de production dans 22 États membres. Elle rapporte 80 milliards d'euros au PIB de l'UE et fournit 2,5 millions d'emplois. Elle est également la colonne vertébrale d'autres secteurs économiques critiques de l'UE, tels que le secteur automobile, la construction, l'énergie et la défense. Le cap est donné. L'exécutif européen devrait présenter son plan d'action pour l'acier le 19 mars. La session parlementaire de mardi a viré au chaos à Belgrade, après que des députés de l'opposition serbe ont lancé des grenades fumigènes et des gaz lacrymogènes pour protester contre le gouvernement en place. Ils ont également manifesté leur soutien aux étudiants serbes qui protestent depuis des mois contre la corruption. Avant l'incident, les élus de la coalition au pouvoir avaient proposé d'adopter une série de lois avant de confirmer la démission du Premier ministre Miloš Vučević. L'opposition a rejeté cet ordre du jour, refusant d'adopter des lois émanant d'un gouvernement dont le Premier ministre avait démissionné. The incident occurred at the moment when representatives of the government of Serbia were entering the assembly hall. MPs of the opposition threw smoke bombs and eggs at the government representatives, preventing the continuation of session because they claimed that this session is illegal because the Prime Minister resigned a month ago. The Speaker of the Parliament continued the session despite serious incidents. 3 deputies were injured. For 3 months, student protests have been taking place in Serbia after the fall of an overhead crane in Novi Sad when 15 people died. The opposition is looking for a transitional government that would prepare the country for free and democratic elections. Marko Subotić, Euronews, Belgrade.